Question technique. Est-ce que du coup, vous faites défiler la présentation? Comme vous, alors, ce serait mieux si vous étiez en partage d'écran, sauf si c'est pas possible. Mais je peux le faire sinon. Je veux bien, ouais. Ok, alors, partager mon écran. Ok, est-ce que vous le voyez de votre côté? Très bien. On voit la salle aussi. Ok, ben, c'est parfait. Et ben, écoutez, je reste à côté du PC, puis je vous laisse sur la présentation et vous m'indiquez quand passer les slides. OK. Bonjour à tous. Mélanie Rimbaud, moi, je suis responsable prévention des déchets et sensibilisation à l'agglomération de La Rochelle. Julie Berrier également est à mes côtés. Donc, elle fait partie de mon équipe et elle suit tous les projets de compostage en fait collectif en pied d'immeuble et en établissement. Et puis, du coup, Mathieu, je te laisse te présenter. Bonjour tout le monde. Mathieu Plancheneau du service communal d'hygiène et de santé de la ville de La Rochelle, en charge de la gestion et de la maîtrise des nuisibles, des animaux indésirables en ville et en particulier des rats. Du coup, je vais commencer rapidement mon propos pour vous situer en fait le contexte et la localisation de l'agglomération de La Rochelle. Donc, on est situé en façade atlantique au nord du département de la Charente-Maritime. L'agglomération fait 28 communes avec la ville-centre, La Rochelle, qui représente à peu près 75 000 habitants. Je vous ai mis à titre indicatif notre production de déchets sur le territoire. Et un élément aussi intéressant, c'est un peu la configuration du logement. Donc, on a à peu près 95 000 logements, un peu plus de la moitié en maison et puis à peu près 48 000 appartements. Voilà pour la configuration du territoire. Vous pouvez passer à la diapo suivante. Donc, sur le compostage individuel, je vais balayer très rapidement, mais c'est pour vous donner en fait à voir un peu où est-ce qu'on en est, nous, dans le déploiement du compostage de proximité. Donc, le compostage individuel, on le promeut et on le développe en fait depuis à peu près 20 ans. Aujourd'hui, on a 38% de nos maisons individuelles qui sont équipées en composteur. On remet gratuitement à l'usager en fait un kit pour pratiquer le compostage, donc un composteur, un bioseau, une tige aératrice pour brasser et un guide pratique avec les consignes de tri. Pour ce qui concerne les consignes de tri, en fait, on a pour philosophie depuis 2014 d'être dans l'intégration en fait progressive des biodéchets alimentaires en fonction de la pratique du compostage de l'habitant. Autrement dit, tout ce qui est déchets simples, principalement d'origine végétale, en fait, on le composte. Donc, déchets de cuisine, de maison, déchets issus du jardin. Donc, on vous a mis la liste en fait sur la gauche. Et puis, on indique en fait que certains déchets, il vaut mieux l'incorporer en petite quantité. C'est le cas des restes de repas non gras, par exemple, du pain rassis. Et puis, on indique en fait aussi que certains déchets sont compostables, mais nécessitent des précautions et notamment une meilleure pratique en fait du compostage avant de se lancer. C'est le cas des restes de viande, de poisson, les restes gras de repas ou des plantes malades. Donc, en fait, on n'interdit pas, nous, l'intégration de ces déchets, mais on y met une vigilance, en fait, et qui est à l'appréciation, finalement, de l'habitant. Pour la suite, sur le compostage collectif, et notamment en pied d'immeuble, pour vous situer, on a à peu près 170 sites de compostage collectif sur notre territoire, qui se découpent en fait entre une soixantaine de sites de compostage en pied d'immeuble, on le verra tout à l'heure, compostage aussi en établissement, et on a à peu près 50 sites qui sont des sites de compostage qu'on appelle à vocation pédagogique, c'est-à-dire que c'est des composteurs de petite taille, installés souvent en milieu scolaire, dans des centres de loisirs, et donc on y met peu en fait de déchets alimentaires, mais ça a pour objectif de mener des actions de sensibilisation. Donc là, le propos va plutôt porter sur les sites de compostage qui ont vraiment une vocation à valoriser en fait les biodéchets alimentaires. Donc pour ce qui concerne le
pied d'immeuble, on a 2 modalités de gestion et effectivement, c'est un élément très important aussi à mettre en lien avec les consignes de tri des biodéchets. Donc, on a une quarantaine de sites qui sont gérés par les habitants eux-mêmes. Je vous le fais très rapidement. On accompagne en fait les habitants volontaires qui souhaitent gérer leur site de compostage en pied d'immeuble. On prend en charge en fait et on réalise donc une étude technique. On mobilise les habitants de la résidence. On forme minimum 2 habitants référents du coup à la pratique du compostage selon le référentiel ADEME, donc référent composteur. Ensuite, on installe le matériel qu'on met à disposition gratuitement et on les accompagne sur 6 mois à 1 an. L'objectif étant qu'à l'issue de l'accompagnement, ces référents composteurs soient autonomes dans la gestion de leur site de compostage. Pour ce qui concerne les consignes de tri, là, on est effectivement plus strict que sur du composteur individuel, c'est-à-dire que les déchets classiques, épluchures, marcs de café, pas de problème, on peut les composter. Et par contre, on indique en fait de ne pas mettre viande, poisson ou reste de repas gras. L'idée, en fait, ça, on a démarré ces accompagnements-là en fait en 2016. L'idée, c'était vraiment de faciliter en fait la pratique du compostage pour des sites collectifs. Et donc d'éviter soit des nuisances supplémentaires, soit des freins aussi à la mise en place des sites de compostage avec toutes les peurs qu'il peut y avoir autour des rongeurs. Donc, on a volontairement, en fait, comme d'autres collectivités en France, essayé de rester vraiment focalisé sur les déchets les plus simples à composter. Dans les faits et dans les messages qu'on peut transmettre aux référents des sites de compostage, on a une souplesse, c'est-à-dire qu'on leur explique en fait qu'en soi, on pourrait les composter, mais qu'en pareil, en fonction de leur maîtrise de leur site de compostage, ils pourront intégrer par la suite en fait ces viandes, poissons, restes de repas, mais on ne force pas en fait, on laisse l'expertise et la pratique du compostage en fait à l'appréciation des référents. Deuxième modalité de gestion que nous, on a développée avec l'Office public de l'habitat depuis 2019 sur notre territoire, c'est une gestion par une équipe de professionnels qui sont des gardiens d'immeubles en fait. On a 22 sites qui sont actuellement en fonctionnement depuis 2019 et encore 22 sites, 23 sites qui vont se mettre en place là cet automne sur un autre quartier de La Rochelle. La différence ici, c'est qu'on a une équipe de professionnels qui est formée référent guide composteur, qui suit quotidiennement les sites de compostage, c'est-à-dire que les habitants, on leur demande uniquement de trier leurs déchets, leurs biodéchets, mais ils n'ont pas la gestion des sites par la suite. Et puis, l'Office, dans une politique vraiment de préventive, a mis en place aussi un dispositif préventif anti-rongeurs et des grilles de fond sous les bacs d'apport. Aujourd'hui, dans la consigne pour l'habitant, étant donné que c'est une équipe de professionnels qui gère ces composteurs, et puis en vue du tri à la source des biodéchets aussi en 2024, on passe comme consigne que 100% des biodéchets alimentaires peuvent être triés, sauf crustacés, coquillages, les os et l'huile, bien évidemment, qui sont quand même très, très délicats en fait, à composter. Je passe du coup maintenant sur le compostage en établissement. Donc, je vous indiquais, on a à peu près 60 sites de compostage qui sont présents sur des sites de restauration collective. Donc, restauration scolaire, une vingtaine, à peu près 30 sur la restauration collective, commerçants, traiteurs et autres. On a 6 EHPAD et 3 campings. Pareil, tous ces établissements sont accompagnés sur à peu près 6 mois, 1 an. Ils démarrent tous en fait par le compostage des déchets de préparation de repas, donc déchets non carnés. Et seulement si ça fonctionne bien et s'ils en ont l'envie, ils intègrent progressivement les restes de repas. Pour faire le lien avec la question des rongeurs, en fait, sur les sites de compostage en restauration collective, on a eu 7 sites qui ont fait l'objet d'un arrêt ou d'une interruption provisoire suite à la présence de rongeurs. Mais en fait, la présence des rongeurs était liée à des causes finalement explicables, qui étaient liées à un défaut d'entretien régulier des référents. On est plus confronté en fait sur des sites de compostage en établissement à des absences ou des motivations en fait des agents de restauration ou des problématiques d'arrêt maladie par exemple, qui fait que
l'entretien régulier des sites de compostage peut parfois s'interrompre un peu brutalement. Mathieu l'expliquera parfaitement par la suite, mais on a aussi identifié que parfois c'était l'emplacement du site de compostage qui n'était pas totalement adapté. Donc, il y a des précautions qu'on essaye d'intégrer de plus en plus sur le choix des emplacements des sites de compostage. Et puis, parfois, c'était le cas où des rongeurs étaient déjà présents dans l'environnement de manière importante en amont de l'installation. Donc, forcément, ça crée un facteur, on pourrait dire, un peu plus aggravant. J'en ai terminé là pour vous faire vite fait le topo en fait sur la manière dont nous on appréhende en fait nos sites de compostage et les consignes de tri données aux référents ou aux habitants. Et je laisse du coup Mathieu poursuivre sur qui sont les rongeurs et comment ils fonctionnent. Merci beaucoup. Est-ce que vous aviez des questions dans la salle avant de passer à la suite? On a une question. Oui, concernant les grilles de fond pour les rongeurs, je comprends bien ce que c'est. Par contre, un préventif anti-rongeur, qu'est-ce que vous parliez? Alors, je ne sais pas si vous avez bien entendu, mais la question porte sur le préventif anti-rongeur. De quoi s'agit-il? Peut-être que M. Plancheneau, vous allez peut-être le décrire dans la suite de la présentation. Oui, alors en tout cas, juste en 2 mots, ce sont des grilles en fait qu'on installe sous les bacs d'apport en fait de matière fraîche en fait, donc matière d'origine alimentaire. Donc des grilles de fond qui peuvent être soit des grilles en fait en plastique, qui peuvent être des grilles métalliques. En fait, il y a différents modèles de grilles. Voilà, qui permettent de freiner en fait l'arrivée, la présence en fait de rongeurs dans les bacs d'apport qui sont un peu des garde-manger potentiels en tout cas pour des rongeurs. D'accord. Et outre les grilles, vous citiez d'autres types de dispositifs. C'était surtout sur ces autres types de dispositifs que portait la question. D'accord, bah là du coup je laisserai Mathieu effectivement expliquer ce qui existe comme dispositif anti-rongeur. Merci beaucoup. Du coup, on passe à la suite de la présentation. Du coup, je prends la suite. Concernant nos amis les rats, du coup, ma présentation, elle démarre par finalement un constat, c'est que les rats, ils nous connaissent beaucoup mieux que nous, on les connaît. Donc là, l'objectif de cette présentation, c'est de balayer rapidement un petit peu le mode de vie de ces rats et peut-être de vous apprendre des choses sur la manière dont ils cohabitent avec nous depuis des siècles. Vous pouvez passer à la diapo suivante. La première chose, c'est qu'il faut savoir que finalement le rat gris qu'on a chez nous, plus communément appelé le rat d'égout ou le surmulot, en fait c'est une espèce entre guillemets exotique qui est originaire du lac Baïkal et qui a suivi la route de la soie pour coloniser toute l'Europe autour du XVIe, XVIIIe siècle. Mais on trouve des présences de ce rat déjà en France à partir du IVe siècle et dans la région de Metz à peu près. Mais ce n'est pas une espèce autochtone. L'espèce autochtone chez nous en France métropolitaine, c'était le rat noir. Et le rat noir, le rat noir, lui, il était présent. C'est bon, tu as dit bonjour. Voilà. Bonjour. Voilà, très bien. Bonjour. Hop. Le rat noir, donc lui, il est présent en Europe du Sud depuis toujours, en fait, depuis la préhistoire et particulièrement depuis qu'on collecte et qu'on recueille des denrées alimentaires et qu'on les stocke à proximité de notre lieu d'habitat. Vous pouvez passer à la diapo suivante. Donc, ces deux espèces-là sont deux espèces différentes, deux espèces donc, présentes sur le territoire national, avec une proportion aujourd'hui extrêmement importante du surmulot, qui est donc l'espèce exotique importée, qui représente à peu près 90% des rats présents sur le territoire. Donc, si vous tombez aujourd'hui nez à nez avec un rat, il y a de fortes chances que ce soit un rat gris, un rat d'égout. Le rat noir, aujourd'hui, en France, ne représente que 10% des rats présents sur le territoire. Et cette population, en fait, elle a largement diminué au 19e siècle, en fait, quand on a urbanisé les villes, quand on a changé nos modes de vie, notamment au niveau de la gestion de nos ordures ménagères et des réseaux d'assainissement.
ce qui était profitable pour le rat d'égout, en fait, et défavorable pour le rat noir. Et puis, on a eu tendance aussi à, du coup, séparer nos stocks alimentaires de notre lieu de vie. Moins de greniers avec des ressources alimentaires, c'était donc moins favorable également au rat noir. Je vais passer à la suite. Vous pouvez passer à la... Ouais, merci. Morphologiquement, bon, de toute façon, si vous tombez aujourd'hui sur un rat, vous allez à 90% de chances tomber sur un rat d'égout. Mais morphologiquement, ils ont quelques différences quand même. Alors d'abord, le pelage, hein, le rat noir, il a vraiment une robe noire très foncée. Le rat gris, comme son nom l'indique, bon, il a des variantes dans la robe, mais il va du gris au fauve en termes de couleur. Le rat d'égout, il est un peu plus trapu, il est un peu plus gros que le rat noir à l'âge adulte. Et puis, il y a une différence morphologique qui est liée à son mode de vie, qui est qu'il a la queue, entre guillemets, un peu plus courte que le rat noir, qui lui a une queue plus longue que le corps. Le rat noir étant un rat assez grimpeur. Voilà. Je passe rapidement sur ces différences morphologiques-là. Quelques indications de traces pour votre culture aussi générale concernant les rongeurs. D'abord au niveau des laissés, en fait, hein, des crottes. Il faut avoir à l'esprit qu'une crotte qui s'apparente à un grain de riz, c'est plutôt une crotte de souris. Une crotte de rat, on va être au moins à 2 fois la taille du grain de riz. Et sur le rat d'égout, on est vraiment sur les plus grosses crottes qu'on peut observer. Donc ça, c'est des indicateurs intéressants quand on prospecte, en fait, hein, et qu'on cherche à savoir à quelle espèce on a affaire. Ensuite, je vous ai mis sur la gauche là, quelques photos d'empreintes prises dans le sable sur l'estran, et où on voit que les pattes d'un rat d'égout adulte, vous voyez, ça fait pour la patte arrière quasiment un peu plus grand qu'une pièce de 2 euros. Donc, c'est quand même assez conséquent. On a parfois des rats adultes qui font bien 600 grammes, hein, donc c'est des beaux rats. Et bon, comme les gens en ont assez peur, souvent, ils nous décrivent en fait des énormes rats vus sur le terrain. Mais bon, finalement, globalement, quand on observe des rats, on a plutôt quand même affaire à des jeunes, hein, à des petits rongeurs. C'est plus rare de voir des gros rats, des dominants. En tout cas, ils nous laissent des traces, que ce soit des traces de pattes, des crottes ou des endroits qui sont rongés. Et ça, c'est des indicateurs intéressants pour décrypter leur mode de vie sur le terrain. Vous pouvez passer à la suite. Ça, je vais pas le dérouler, mais je vous l'aurai dans le support hein, qui vous sera mis à disposition. Ça rentre vraiment dans le détail du portrait du rat gris. J'ai fait la même chose pour le rat noir. Vous pouvez passer à la diapo suivante. Ce qui est important, en fait, c'est par exemple les lieux de nidification. Par principe, ils sont assez différents entre le rat gris, le rat d'égout, et le rat noir. Le rat gris ayant plutôt un mode de vie où il va se déplacer dans les égouts, dans les catacombes. Il va plutôt vivre dans des terriers et faire des galeries, ce qui n'est pas du tout le cas du rat noir, qui lui va plutôt vivre dans le bâti et en particulier dans les greniers. Hein. Vous pouvez passer à la suite. Là, je passais aussi également. Le rat noir, comme je viens de le dire, il est assez peu fréquent en ville. On en retrouve hein, dans le centre-ville historique de La Rochelle. J'ai eu la chance d'en croiser. En règle générale, il est plutôt présent aujourd'hui en milieu rural, dans des fermes et à proximité de points d'eau. Et son milieu de vie, c'est les granges, les combles, etc. Donc, il est possible que vous en croisiez sur des points de compostage, mais très probablement, vous aurez plutôt affaire à du rat d'égout. Les rats s'adaptent à leur environnement. Et ça, c'est important par rapport aux critères que je viens de vous décrire, qui sont des critères théoriques. Ils ont une plasticité écologique qui est extrêmement importante. Sur la gauche, je vous ai mis des photos prises en fait sur une petite plage de La Rochelle, sur la baie de Portneuf, où on avait fait une petite étude un petit peu sur leur mode de vie, parce qu'on les voit se promener pas mal dans les enrochements
et donc on s'est intéressé à ce qu'ils consommaient. Et on s'est aperçu sur une photo tout en haut sur la gauche là qu'ils s'adaptent aux horaires des marées et que marée basse, la nuit est tombée, ils descendent sur l'estran et ils vont à la pêche à pied. Ils mangent des crabes, ils mangent des couteaux, ils mangent des moules, des huîtres, ils mangent des fruits de mer. Donc autant vous dire qu'ils sont en bonne santé à La Rochelle, hein. Il y a aussi des photos de baies dans une main. Là, vous voyez que ce sont des baies de Pittosporum. Donc, c'est un arbuste qui est assez présent chez nous, qui fait des baies un petit peu avec une odeur poivrée. On en retrouve dans leur terrier, dans leur lieu de vie. Et donc, c'est des choses qu'ils consomment. Il n'est pas rare aussi de trouver des coquilles d'escargots, des glands, des ressources naturelles à disposition dans le milieu. Et puis, on s'est aperçu qu'ils nichaient dans la végétation, c'est-à-dire qu'ils délaissaient finalement les terriers pour préférer des touffes, par exemple, d'herbes de la pampa, qui leur offrent finalement un milieu sec, isolant et intéressant. Et donc, quand on les a découpés, on a retrouvé des coquilles de vitres, des fruits de mer, leur petite réserve alimentaire dans ces touffes de végétation. Et c'est également le cas dans des palmiers, hein, qui ont été plantés aussi dans les espaces verts et où finalement dans ces massifs on a à la fois des lierres rampants, des plantes grimpantes qui vont même grimper sur les troncs des palmiers, et puis en haut finalement on a une vue à 360 sur ce qui se passe sur le territoire du Raz. Donc dès qu'il y a des papiers gras, des choses qui tombent par terre, des restes alimentaires, il lui suffit de descendre de son nid, d'aller chercher la nourriture et de la remonter dans son nid. Donc là, c'est pareil, en découpant les têtes de palmier, on a trouvé des petits nids où les rats avaient ramené du papier, du plastique, des choses qu'ils trouvent dans l'environnement et où ils s'étaient installés, en délaissant du coup leur mode de vie qui est plutôt dans des terriers, dans le sol, pour préférer nicher en hauteur. Je vais passer à la suite. Ils s'adaptent à l'environnement urbain leur offre beaucoup d'opportunités. Je vous ai mis la photo d'un rat qui vient consommer des boules de graisse et des graines de tournesol, par exemple, dans une mangeoire à oiseaux. C'est quelque chose d'assez fréquent. Il arrive de retrouver dans les terriers ou les lieux de vie des rats les petits filets verts ou jaunes de ces boules de graisse, hein. Donc, ils les prennent, ils les emmènent et ils les consomment à l'abri. Et puis sur certains sites où, par exemple, on a pu accuser entre guillemets les composteurs d'être à l'origine de la présence des rats, en fait, on s'aperçoit que les rats étaient présents avant, c'est ce qu'a dit Mélanie tout à l'heure, et que bien souvent, c'est lié plutôt à du nourrissage d'animaux, et en particulier aux oiseaux, qui font que les rats d'abord s'intéressent à cette ressource-là, et puis la famille grandit, s'aperçoivent qu'il y a une petite réserve alimentaire à côté dans le compost, donc ils vont aller coloniser le composteur. Puis ce que je vous ai dit tout à l'heure aussi, c'est que dans le choix des plantes d'ornement qu'on a dans nos jardins, qu'on a dans les écoles, dans les parcs, etc., eh bien, il y a des choses aussi qui peuvent les intéresser. Il y a eu une mode, et encore peut-être maintenant, de mettre des oliviers chez nous en tout cas. Et donc, certains produisent des fruits qui sont particulièrement intéressants pour les rats, hein, puisqu'ils les consomment. Et là, dans l'exemple que je vous ai mis, l'olivier en question, en fait, il donne même accès à la toiture, en fait. Et donc, les rats, dans cette maison, ils ont élu domicile dans le grenier, ils nichent dans la ouate de cellulose, ils sont bien au sec, bien au chaud, et ils ont juste à sortir dans la gouttière pour monter dans l'arbre, chercher des olives et rentrer dans leur nid. Donc là, on a un triptyque qui se met en place, qui est l'abri, la nourriture et l'eau qui était à disposition dans la cour intérieure de cette maison. Et donc, on a une colonie de rats qui peut aisément s'installer. Vous pouvez passer à la suite. Alors, de manière humoristique, mais quand même, le rat gris, le rat d'égout, c'est un sacré bon nageur. Quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, je pensais que c'était assez anecdotique, le fait de savoir que les rats pouvaient remonter dans les toilettes. Je me suis aperçu sur le terrain que c'est quand même relativement fréquent et que sur des vieilles installations d'assainissement, le rat a la capacité de remonter dans les tuyaux, de ressortir par les toilettes. Et vous voyez sur la photo en bas à droite, en fait, une photo que j'ai prise moi-même, hein, où dans une maison, le rat, trouvant l'abattant fermé, a décidé de ronger
l'abattant pour pouvoir sortir dans la maison et aller chercher les aliments, les odeurs alimentaires qui l'intéressent dans la maison. Voilà. Donc, c'est un point de vigilance quand on travaille sur la question du rat. Ils ont la possibilité de remonter des canalisations. Les rats, ils vivent, je le dis souvent aux gens, dans un monde d'odeurs. En fait, ils ont un flair extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils ont un flair, on considère 1000 fois plus discriminant que le nôtre, ça fait 10 fois plus que le chien. De manière assez anecdotique, finalement, les rats, ils sont même utilisés dans certains pays pour détecter des mines antipersonnelles, pour détecter de la drogue, pour détecter de la fausse monnaie. Et au niveau sanitaire, ils sont utilisés, par exemple, pour détecter la tuberculose chez des malades dans les crachats. De la même manière que les chiens, en tout cas, leur flair, il peut être utilisé à bon escient. Enfin, ils ont une forme d'utilité là-dedans. Mais ce qui est important, c'est que ils sont attirés par les odeurs alimentaires. Leur terrier, par exemple, très souvent, il est orienté au niveau des vents dominants pour justement capter les odeurs alimentaires. Et on considère qu'ils peuvent capter à des centaines de mètres, voire 1 kilomètre, une ressource alimentaire. C'est très significatif. Et au-delà de ça, donc les rats, ils voient pas très bien, ils sont assez myopes. Ils utilisent vraiment les odeurs pour aller chercher la ressource alimentaire, mais aussi, comme beaucoup d'animaux, les phéromones, donc les odeurs de plaisir. J'ai trouvé une ressource alimentaire super, les copains, venez voir, c'est super bon, régalez-vous. Ou au contraire, je suis tombé sur un prédateur, un chien, un humain qui est venu, qui m'a fait très peur. Du coup, je dégage des phéromones de stress, donc je laisse des marqueurs, des odeurs qui vont laisser à penser aux collègues qu'il ne faut pas trop traîner dans le coin parce qu'il y a des prédateurs qui rôdent ou des humains qui traînent et que bon, ce n'est pas super sécure d'aller dans le coin. J'ai mis cette slide parce que effectivement, les rats, il faut avoir ça à l'esprit, il faut être très humble par rapport à eux. C'est vraiment des super-héros de l'adaptation, en fait. Quand on commence à s'intéresser à leur mode de vie, qu'on est sur le terrain, on se rend compte qu'ils ont des facultés très importantes. Ils grimpent, ils sautent, ils nagent, etc. Et ils s'adaptent vraiment à leur environnement. Ils ont des capacités très, très importantes. Vous pouvez passer à la suite. Einstein lui-même a dit, voilà, si les rats pesaient 20 kg, ça serait les maîtres du monde. Bon, heureusement pour nous, ils sont loin de faire 20 kg. Déjà, quand on en voit un de 600 grammes, c'est déjà beaucoup. Mais c'est pour cette raison, pour ses capacités d'adaptation, je pense que Einstein avait ce postulat. Une question qui nous est souvent posée, c'est finalement, est-ce que les rats, ils sont intelligents ? Alors oui, ils ont une forme d'intelligence, ils ont des capacités cognitives qui sont adaptées à leur tempérament. Ils sont plutôt craintifs et commensaux, c'est-à-dire qu'ils vivent auprès de l'homme. Donc, c'était mon postulat de départ, de dire qu'ils nous connaissent beaucoup mieux qu'on les connaît. Et donc, ils nous observent, ils s'adaptent à notre mode de vie. Il a par exemple été documenté le fait qu'ils s'adaptent au changement d'horaire de ramassage des ordures ménagères, par exemple. Ou dans les grandes agglomérations, ils s'adaptent au cadencement des feux rouges, feux verts sur la circulation pour éviter de se faire écraser. En fait, ils ont vraiment ces facultés d'observation et ils sont, disons, beaucoup plus observateurs qu'on ne le croit et beaucoup plus débrouillards, je mets là, que les chiens qui sont trop domestiqués, quoi. Eux, ils fonctionnent encore davantage à l'instinct. Je vais passer à la suite. Une question qui est posée aussi parfois, c'est combien il y a de rats par habitant en ville et les experts considèrent qu'il y a à peu près, et c'est la norme, 1,5 rats par habitant dans une ville de taille moyenne. Et que ça, finalement, ce serait un seuil, entre guillemets, acceptable, en tout cas un seuil en deçà duquel on ne peut pas prétendre descendre. Donc, quand on entend des gens, des citoyens réclamer une éradication de ces espèces nuisibles, il faut avoir à l'esprit que c'est totalement illusoire et peut-être d'ailleurs pas souhaitable. Enfin, ça, je livre ça à votre réflexion. Mais c'est la norme, c'est un standard d'avoir à peu près 1,5 rats par habitant. Est-ce que les rats sont plus nombreux en ville qu'à la campagne ?
je vous ai dit, en termes de répartition d'espèces, rat noir, rat gris, du rat noir en ville, il y en a très très peu, il y en a plus à la campagne. Du rat d'égout, finalement, il y en a potentiellement davantage en ville qu'à la campagne. En fait, le déterminant, c'est la quantité de nourriture disponible. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que les colonies de rongeurs s'autorégulent et se développent à partir de la ressource alimentaire disponible sur leur territoire. Et puis, quand même, un point important, c'est qu'en milieu rural ou périurbain, on a certains prédateurs naturels qu'on n'a pas nécessairement en ville et qui jouent un rôle de régulation ou d'effarouchement. Je vous ai mis la photo d'un renard et d'une chouette effraie. C'est une composante à intégrer dans la gestion de cette problématique parce que ces prédateurs naturels ont un rôle à jouer dans l'effarouchement et dans les prélèvements de ces rongeurs pour limiter leur développement. On va passer à la suite. Photo un peu humoristique d'un gros rat qui était coincé dans une plaque d'égout. Je crois que c'était en Allemagne, c'était passé sur les réseaux sociaux. Les gens s'étaient un petit peu émus de ce pauvre rat un petit peu obèse coincé et ils ont fait appel aux pompiers pour le sortir de là. Pour vous dire un peu aussi l'anthropomorphisme et la relation qu'on a aux rongeurs, où on trouve ça très très laid et ça nous fait très très peur. Mais ma foi, quand il y a un petit être comme ça qui est coincé, il faut lui venir en aide. Les rats, est-ce qu'ils vivent essentiellement dans les égouts ou est-ce qu'ils ont plusieurs sites d'habitation? Le rat gris, oui, plutôt. Il utilise les égouts eau usée, eau pluviale comme le métro, en fait. Ça, c'est vraiment leur moyen de déplacement sur des longues distances. En tout cas, pour La Rochelle, dans les conditions climatiques qui sont les nôtres et qui sont très différentes des vôtres, il vit quand même beaucoup en surface. Il vit beaucoup dans les espaces verts, il est très arboricole et finalement, il s'est rendu compte que les toitures des habitats, c'est plutôt pas mal, c'est sec, c'est sympa. Et s'il y a de la nourriture à disposition pas loin, c'est quand même plus accueillant que les égouts. Donc, ils ont tendance à s'en détourner. Un point important sur la slide précédente, c'était que un rat qu'on observe en pleine journée, c'est en règle générale un rat qui est en recherche de nourriture. Les rats se déplacent utiles. L'endroit où ils vivent est toujours proche de l'endroit où ils se nourrissent. Vous pouvez passer à la suite. Parfois, sur les réseaux sociaux ou dans les témoignages des gens, on dit ça y est, on est envahi par les rats. On voit des photos comme ça où on a des centaines de rats dans des bacs poubelles ou des choses comme ça. Cette photo-là, en fait, c'est suite à des inondations, par exemple, des montées en charge des réseaux où, branle-bas de combat, tout le monde doit sortir. Et donc, effectivement, on voit des populations de rats très importantes qui sortent et qui sont visibles. Ce que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui, c'est que les rats ne prolifèrent jamais. Ils s'autorégulent. Le levier vraiment de régulation, c'est la disponibilité alimentaire. Et donc, nous, aujourd'hui, on travaille sur certains messages auprès du grand public en disant, finalement, les rats, ils peuvent être considérés comme des bio-indicateurs de nos incivilités. Parfois, s'ils sont présents dans certains quartiers, rues, etc., c'est parce que il y a des dépôts sauvages, on ne respecte pas les consignes de dépôt des ordures ménagères, des choses comme ça. Et donc, ils ont de la nourriture qui est accessible et donc, forcément, ils s'installent et se développent. Quel est leur taux de reproduction? Alors, souvent, il y a un peu des fantasmes sur, oui, les rats, ils ont une reproduction exponentielle. Je viens de vous le dire, ce qui conditionne, c'est la ressource alimentaire. Dans les colonies, en fait, les femelles, à un moment donné, vont refuser de s'accoupler avec les mâles dominants parce qu'il n'y a plus suffisamment de nourriture pour toute la colonie et ça crée des tensions, donc de la bagarre. Et donc, elles vont mettre le haut là et potentiellement, elles vont même tuer les jeunes à la naissance pour limiter la colonie. Et nous, sur La Rochelle, en tout cas à proximité des sites de compostage, on est vraiment sur des petites familles. C'est-à-dire que quand on a une dizaine d'individus, déjà, c'est beaucoup.
la question qui vous occupe aujourd'hui principalement, est-ce que les composteurs attirent les rats? Est-ce que les apports carnés sont responsables? Vous aurez bien compris dans mon discours que finalement, ce qui attire les rats, c'est la ressource alimentaire. Qu'elle soit naturelle, d'origine anthropique, dans un composteur, dans un sac d'ordures ménagères, effectivement, du moment où il y a de la nourriture, il peut y avoir des rongeurs. Ils ont un régime alimentaire omnivore hein, qui est assez proche de celui du chat. Donc, ils vont s'alimenter de fruits, de légumes, par exemple, mais ils vont aussi aimer la viande. Et on sait qu'un rat d'égout qui a consommé de la viande va plutôt avoir tendance à privilégier cette nourriture-là et va se détourner, par exemple, de grains, de céréales ou de légumes. Voilà. Et donc, potentiellement, c'est un rat qui va se détourner des appâts raticides utilisés par les professionnels ou les particuliers, qui sont souvent faits à base de céréales. C'est un opportuniste, hein, ils ont un gros appétit. On considère qu'ils mangent quand même 5 à 10% de leur poids par jour. C'est quand même conséquent. On peut passer à la suite. Quelques photos pour faire le lien avec ce que vous présentait Mélanie tout à l'heure sur, par exemple, la question du choix de l'emplacement des composteurs. Ici, vous voyez sur la photo de gauche qu'on a une plaque de fonte qui correspond à un réseau d'eau usée et on a un tout petit peu plus loin une descente d'eau pluviale. Je vous ai dit tout à l'heure, les rats, ils ont un super odorat et ils utilisent les réseaux d'eau usée et d'eau pluviale comme le métro. Donc, en fait, ils vont sentir des odeurs très très loin, ils vont remonter dans les réseaux et s'ils sentent une odeur intéressante à la surface, ils vont dégrader, ils vont réussir à sortir en surface et si des fois ils arrivent assez facilement et qu'ils ne sont pas dérangés à accéder à la ressource alimentaire, ils peuvent se dire tiens, on va bivouaquer là, voire on va s'installer ici. Donc, on va privilégier l'implantation en s'éloignant autant que possible des réseaux d'eau usée et des réseaux d'eau pluviale. Ensuite, les 3 bacs ici, et bon, notamment le bac d'apport, hein, étaient positionnés vraiment le long du mur, ce qui est très souvent le cas également chez les particuliers, où finalement c'est tout au fond du jardin, dans un coin qu'on n'a pas trop envie de voir, collé au grillage. Et donc, une des préconisations qu'on fait, c'est au moins visuellement de pouvoir jeter un œil tout autour du composteur pour voir si des fois au pied, il n'y a pas des traces de passage, des petits trous qui laissent penser que des rats pénètrent dans le composteur. Et idéalement, finalement, d'avoir un passage d'homme tout autour pour pouvoir entretenir le pied des composteurs et visuellement regarder si on a des intrusions dedans. Je vais passer à la suite. Ici, un autre site où on avait nos 3 bacs d'apport qui étaient le long d'un bardage en bois, en fait. Et donc là, on s'est aperçu que les rats nichaient dans le sol et au niveau de ce bardage en bois. On a un abri au sec, on a une ressource alimentaire. Donc, les rats qui étaient présents dans ce quartier-là déjà, parce qu'on a des sites de restauration collective, on a le Crous, on a des fast-food, etc. Et bien finalement, ils trouvent un petit endroit assez sympa où ils n'ont que 1 mètre à faire entre l'endroit où ils gîtent et l'endroit où ils mangent. Donc, ils s'y installent. Sur ce site en question, on a travaillé avec le référent compostage, c'est à l'Université de La Rochelle. Ils ont déplacé les composteurs, ils ont fait un petit jardin partagé, enfin, ils ont vraiment aménagé le site et revu leur mode de gestion. En 1 an, il n'y a aujourd'hui plus du tout de rats sur ce site, alors même que le quartier est un quartier où il y a des densités de rongeurs très importantes. Et je ne sais pas, Julie me complétera s'il y a des apports carnés aujourd'hui dans les bacs, mais en tout cas, c'est un site qui a revu son mode de gestion, qui a revu l'emplacement des composteurs, qui a équipé de grilles de fond, et on n'a plus de problème de rongeurs sur ce site. Je vais passer à la suite.
D'autres photos où vous avez à gauche finalement des rats qui ont carrément grignoté le composteur en plastique. C'est quelque chose qu'on observe et qui est assez fréquent sur les bacs d'ordures ménagères aussi, hein, notamment les gros bacs de 600 litres. Hein, on observe qu'ils viennent manger les bouchons en dessous hein, pour accéder à la nourriture. La photo suivante, vous voyez une trace de passage du coup, sous un composteur. Hein. Donc ça, c'est assez facile de le mettre en évidence. Un petit truc de trappeur, entre guillemets, vous pouvez aller mettre par exemple de la farine à un endroit que vous suspectez être un endroit de passage, et vous surveillez ça et vous allez très vite avoir des traces de pattes qui vont vous confirmer que oui, il y a une intrusion de rats dans votre composteur. Et puis ensuite, sur les deux photos suivantes, on ne voit pas très bien, mais finalement, c'est une petite famille de rats qui s'est installée sous un composteur. Donc, en gros, elle a creusé à 30-60 cm sous le fond du composteur. Elle y a fait son nid, elle y a ramené des plastiques, des petites choses comme ça. Et puis, à chaque fois qu'il y a un apport, finalement, hop, elle peut remonter à la surface, chercher ce qui l'intéresse, redescendre dans son nid. Et donc, il y a là une installation de rongeurs. Donc, ce que disait Mélanie tout à l'heure sur l'installation de grilles de fond anti-rongeurs, c'est justement pour ce phénomène-là et pour ne pas leur faciliter la tâche. Je vais passer à la suite. Un autre site où c'est des jardins partagés, où on a travaillé un petit peu avec les jardiniers, où effectivement un composteur était infesté par une petite famille hein, de rongeurs, vous voyez sur la photo d'en bas, qui a été prélevé par des furets, j'en dirai quelques mots un peu plus tard. Ici, sur ce site, clairement, ce qui a été mis en évidence, c'est entre guillemets l'abandon de ce site, hein, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de gestion hein, du site. Et donc, du coup, les composteurs n'étaient plus tout à fait hermétiques. Il y avait quelques apports, mais de manière très anarchique. Donc, vous avez une petite famille de rats qui s'installe. Ce n'est pas pour autant que vous avez une invasion ou une infestation du site. Ici, sur ce site-là, la problématique était principalement liée à la gestion des poulaillers et notamment au nourrissage des animaux qui se faisait à même le sol et dans des quantités bien trop importantes pour ce que peut consommer une poule pondeuse. Donc, il a fallu revoir aussi le mode de gestion du nourrissage des animaux. Et c'est ça qui a permis de maîtriser davantage les rongeurs. Diapo suivante. Ici, il y a beaucoup de textes, donc je vais passer vite, je vous laisserai en prendre connaissance peut-être avec les supports, mais quelques préconisations en fait, qu'on donne aujourd'hui quand on a des situations comme ça de compost avec des présences de rongeurs, c'est d'éviter de les implanter, ces composteurs, à proximité des réseaux d'eau usée et d'eau pluviale, hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure, de laisser un passage accessible pour pouvoir surveiller visuellement les contours des bacs, de dégager la végétation autour des bacs, notamment les plantes grimpantes, rampantes, etc. De pailler potentiellement le sol avec du broyat de branches et ou d'écorce, a priori, si possible, de résineux, parce que l'acidité jouerait un rôle répulsif. Alors, je mets des guillemets hein, là-dessus, mais en tout cas, de pailler le site, ça peut, de la même manière que la grille de fond anti-rongeur, les gêner pour creuser des terriers, etc. Donc, il ne faut pas s'en priver. Diapo suivante. D'installer des couches de grillage ou des grilles de fond anti-rongeur. Il existe du grillage anti-rongeur de maille 5-6 mm. Ça ne coûte pas très cher et donc on peut en mettre plusieurs couches sur le fond du bac d'apport au moment où on installe le site. Ensuite, il faut veiller dans l'idéal à maintenir le couvercle du composteur fermé pour ne pas leur faciliter la tâche. Bon, vous avez vu sur une photo qu'ils peuvent le ronger, hein, le bac, si vraiment ils veulent y accéder, mais c'est quand même mieux de faire en sorte que le composteur soit au maximum hermétique au rongeur. Et puis, surtout, finalement, avoir une gestion, une surveillance adaptée et brasser régulièrement le compost. Passer à la suite. Souvent, ce qu'on entend aussi par rapport aux rats, c'est bah oui, mais il y a des rats dans ma parcelle ou chez moi, c'est parce qu'il y a des travaux dans la rue à côté importants, etc. Et donc, c'est les travaux qui sont la cause.
Oui, les travaux peuvent être un facteur de dispersion des rats, que ce soit au niveau du bruit ou des vibrations provoquées par les engins, mais il faut bien avoir à l'esprit que s'il y a des rats sur un territoire, le territoire d'un rat, c'est d'une famille de rats, c'est à peu près 50 mètres, c'est que sur ce territoire, ils trouvent de la nourriture, un abri et de l'eau. C'est principalement ça. Euh, Effectivement, s'ils habitent, par exemple, les rats dans un endroit, un cabanon de jardin laissé à l'abandon, qu'ils ont trouvé un abri là-dedans et que du jour au lendemain, on ratiboise le cabanon de jardin où on le déplace, effectivement, il va y avoir dispersion, ils vont chercher un nouveau territoire, un nouvel abri, et donc ils vont peut-être se rendre visibles davantage et aller s'installer, par exemple, sur un composteur s'ils en trouvent un juste à côté. Quelle est la principale occupation du rat? Est-ce que c'est ronger? Non, c'est manger. Je vous ai dit tout à l'heure, ils consomment à peu près l'équivalent de 10% de leur poids chaque jour. Et donc ça, c'est quand même significativement important. Et ils passent 60 à 75% de leur temps dans leur terrier. Quand ils sortent pour manger et pour boire. Vraiment, ils se déplacent utilement. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Les rats, ils ont des dents. Alors, je vous ai mis le Scrabble parce qu'effectivement, le mot hypsodonte, ça doit rapporter des points. Je ne sais pas. En tout cas, il faut savoir que les rats, en fait, ils ont les dents qui poussent de manière continue. Ils sont dits hypsodontes, donc ils ont besoin de ronger du bois, des choses comme ça, mais ils ont surtout des dents qui sont quand même particulièrement résistantes. Et à part l'acier et le béton, il n'y a pas grand-chose qui leur résiste. Donc, effectivement, un plastique, même un plastique dur de bac d'ordures ménagères, par exemple, ça ne résiste pas à leurs petites dents. Et ils peuvent occasionner des dégâts qui sont parfois importants, notamment dans le bâti. Et c'est peut-être d'ailleurs un des principaux problèmes du rat en milieu urbain aujourd'hui, c'est les dégâts qu'il va occasionner sur le bâti, plus que les risques sanitaires, mais j'en parle après. Est-ce que les rats sont solitaires ou est-ce qu'ils vivent en société? Bon, j'ai pris des images de Ratatouille, il est plutôt bien fait, ce dessin animé. Les rats, ils vivent en colonie, plus ou moins importante. La taille de la colonie dépend de ce qu'ils ont à manger. La hiérarchie, en fait, c'est très hiérarchisé, cette colonie de rats. Elle s'établit sur la force physique uniquement. Et donc, il y a pas mal de bagarres, qui sont soit des bagarres territoriales, soit des bagarres pour la nourriture. Et du coup, un rat jeune va plutôt être un rat de troisième catégorie, un rat un peu faible, et au fur et à mesure de sa vie, il va potentiellement devenir un rat dominant, donc potentiellement accéder à la ressource alimentaire la plus intéressante, pouvoir se reproduire, etc. Et puis quand il va vieillir, il va redevenir un rat un peu plus faible, délaissé par les copains, etc. Donc tout au long de sa vie, le rat va devenir plus ou moins fort dans la colonie et du coup accéder à la ressource alimentaire intéressante ou non. Je vous dis ça parce que ce qu'on observe, c'est qu'avec les raticides, par exemple, on atteint, entre guillemets, plutôt les rats un peu plus faibles, les rats de deuxième ou troisième catégorie dans les colonies, rarement ou pas du tout les rats dominants, les rats qui se reproduisent, en fait. Est-ce qu'ils se méfient de la nourriture? Oui, ils se méfient de la nourriture. Tout ce qui est nouveau, en fait, ils vont mettre un certain temps à le goûter. Je vous ai mis une tapette en bois sur le côté parce que finalement, aujourd'hui, on considère qu'un des moyens efficaces de se débarrasser des rongeurs dans nos logements, c'est par exemple le piégeage et notamment avec des tapettes en bois, mais ça ne s'utilise pas. Ça ne s'improvise pas, en fait. On doit se mettre un peu dans la peau du trappeur. Et du coup, par exemple, ce qui est recommandé, c'est de ne pas armer le dispositif tout de suite. C'est d'aller mettre, par exemple, différentes ressources alimentaires qu'on a sous la main, croûte de fromage, saucisson, bout de gras, morceaux de pommes, carottes, et de laisser s'habituer les rats à venir consommer cette ressource alimentaire, d'observer ce qu'ils préfèrent.
Et quand on a fait ce travail-là d'identification, dans ce cas-là, on peut armer le dispositif et espérer piéger des rats dominants. On dit qu'ils sont néophobes, en fait. Ils se méfient de ce qui est nouveau dans leur environnement. Il y a une légende un peu anthropomorphique sur le rat goûteur. C'est colporté par des entreprises, notamment de dératisation, qui disent voilà, la colonie, ils envoient toujours un rat qui va goûter, etc. Bon, ça, c'est un mythe. C'est une histoire qui tient sa légende, entre guillemets, des anciens produits raticides qu'on utilisait. Effectivement, un rat qui revient un peu malade dans une colonie, les autres vont flairer son museau, vont identifier l'odeur alimentaire et vont se dire, bon, là, il est malade, ils vont faire le lien avec la ressource alimentaire et ils vont s'en détourner. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, les raticides utilisés par les professionnels sont des raticides avec une action différée, c'est-à-dire qu'un rat tombe malade au bout de 2 semaines, au minimum, après avoir ingéré le produit, ce qui fait que les autres de la colonie peuvent en ingérer avant de se rendre compte que c'est du poison. Quelle utilité ils peuvent avoir ces rats? Ça, c'est une question aussi qui est posée, qui est un peu dans l'air du temps aussi. Pour ce qui nous concerne, je vous ai dit, ils mangent 5 à 10% de leur poids. Ils peuvent servir à résorber nos déchets. Le gaspillage alimentaire, vous l'avez abordé tout à l'heure dans votre présentation, ce n'est pas du gaspillage pour tout le monde. Et du coup, on estime qu'un rat, dans sa vie, il peut consommer 9 kilos de déchets. Et donc, on a estimé, les professionnels disent voilà, que plus ou moins, il y a 3,5 millions de rats à Paris, ce qui correspond à 30 000 tonnes de déchets consommés par an. Il faut savoir que la durée de vie d'un rat dans la nature, en ville, c'est 1 an à peu près. C'est une durée de vie très courte. En tout cas, ils ont ce rôle-là. Ils ont également un rôle, entre guillemets, de nettoyage, de curage de nos réseaux, puisqu'ils s'y déplacent. Et du coup, on peut au moins mettre en avant ces actions-là qu'ils ont sur l'espace public et à notre service. Après, par comparaison aux dégâts qu'ils peuvent occasionner dans le bâti, bon, de là à dire qu'ils sont utiles, il faut faire attention au discours qu'on porte. Est-ce que les rats sont agressifs? Des fois, les gens, quand ils les voient, quand on tombe nez à nez avec un rat dans son composteur, effectivement, on peut avoir peur. On peut rassurer les gens. Un rat ne va pas vous sauter à la gorge, ne va pas vous agresser a priori. Ils sont d'un naturel plutôt craintif et prudent, même si parfois on en voit dans les espaces verts, on a l'impression qu'ils nous regardent, qu'ils n'ont pas peur de nous, etc. Ils aiment quand même pas trop bien la présence humaine, mais ils peuvent se défendre comme tout mammifère. Effectivement, si je mets la main dans un terrier qui a une rate avec ses petits, il y a de fortes chances que je me fasse croquer. Mais les rats ne sont pas agressifs envers les humains ou les animaux domestiques. Les rats se battent entre eux, par contre, pour le territoire ou pour la nourriture. Je vais passer à la suivante. Est-ce que les rats sont sales? Question souvent posée aussi. Plutôt pas, en fait. Les rats, ils passent du temps dans leur terrier, ils passent du temps à se nettoyer, à se débarrasser des parasites, etc. Donc, ils sont relativement propres, en particulier quand ils vivent en surface, chez nous, dans les espaces verts ou dans les arbres. En revanche, effectivement, quand ils fréquentent les égouts, quand ils fréquentent des bacs d'ordures ménagères, ils sont souillés par l'environnement dans lequel ils se nourrissent et dans lequel ils se déplacent. À quoi est liée la peur des rats? Peut-être aux maladies, effectivement, quand on pense rat et quand on en voit plusieurs, souvent les gens associent le rat à la peste. Un point important, c'est que le rat d'égout, le rat gris, ne peut pas, par l'intermédiaire de sa puce, c'est la puce qui est vecteur de la peste, transmettre la peste. La puce du rat noir en a la capacité vectorielle, mais c'est 10% des populations de rats présentes en France. La puce du rat gris n'en a absolument pas la capacité. Et donc, aujourd'hui, on estime que le risque de transmission de la peste, il est nul en France métropolitaine. Il y a d'autres maladies pour lesquelles on entend parfois parler. La première, c'est la leptospirose, donc, qui est une bactérie qui se développe dans les urines de rats.
Il arrive fréquemment que les gens nous posent la question en disant « mais oui, si les rats ont uriné sur mon composteur ou sur mes tomates cerises ou sur mon petit potager, est-ce que je risque d'attraper cette maladie ?» A priori pas, si on applique des règles d'hygiène de base, si on utilise des gants pour jardiner, si on lave ses légumes avant de les consommer, par exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est que la leptospirose, elle se développe plutôt dans les eaux douces, hein, et la contamination se fait par contact avec les muqueuses. Vous verrez sur la diapo suivante que les personnes exposées sont, par exemple, les chasseurs, les pêcheurs à la ligne, mais aussi les pratiquants de sports d'eau de loisirs comme le paddle, le kayak. S'il y a immersion dans une eau souillée par des urines de rats ou s'il y a simplement contact des mains avec les yeux ou la bouche avec des eaux souillées par ces urines. A priori, le risque de contracter la leptospirose parce que le composteur est fréquenté par des rats, il est proche de zéro, hein, voire complètement nul. Vous avez parlé tout à l'heure de problèmes de mouches sur des fois des apports carnés, notamment de mouches à viande, etc. Effectivement, les risques qui sont plutôt liés à des troubles au niveau de l'hygiène, hein, salmonellose, toxoplasmose. Et donc, c'est plutôt ce point de vigilance-là à avoir sur vos sites de compostage, surtout s'ils sont à proximité de lieux de restauration collective, par exemple. Diapo suivante. Donc, la leptospirose, ici, voilà, je passe très vite, hein, mais je vous l'ai dit sur la diapo précédente, finalement, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que un des vecteurs principaux, c'est plutôt le rat musqué ou le ragondin. C'est moins le rat gris, même si c'est possible. Et que certains métiers, je pense aux égoutiers ou aux reapers, dans certaines collectivités, sont vaccinés contre la leptospirose. Là, la communauté médicale, elle n'est pas unanime non plus, hein, parce que le vaccin, il protège contre une souche de leptospire. Et donc, il n'est pas efficace sur un grand nombre de souches. Ce qu'il faut retenir pour vous, c'est que sur un site de compostage, sur les gens qui fréquentent le site de compostage, même s'il y a une fréquentation par des rongeurs, le risque de contracter une maladie, et notamment la leptospirose, est extrêmement faible, voire nul. Qu'est-ce qu'on fait si on observe un rat et qu'on souhaite s'en débarrasser ? C'est la stratégie qui est développée, mise en place par la ville de La Rochelle suite à une expertise qu'on a confiée à un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Falguerac en 2017 et qui nous a permis de revoir notre manière d'appréhender la problématique. Il faut partir du graphique que vous avez en dessous en se disant, voilà, j'ai un milieu qui est potentiellement accueillant parce que j'ai des abris, parce que j'ai de la nourriture et j'ai de l'eau. Donc, j'ai des présences de rats, j'ai vu des crottes, j'ai des traces, j'ai des dégâts sur mes bâtiments, sur mon site de compostage. Je vais faire en sorte de rendre le milieu moins accueillant. Donc, je vais modifier l'environnement, je vais le déranger. Je vais boucher ces terriers, je vais tailler de la végétation, je vais supprimer de la ressource alimentaire. Je vais faire en sorte de chambouler son quotidien à cette famille de rats pour l'inviter à aller voir ailleurs. Voilà. Ça, c'est la première action de prévention primaire qu'on peut faire sur un site de compostage quand il y a des présences de rongeurs. Le dérangement peut permettre, dans certaines situations, de faire en sorte qu'ils décampent et qu'ils aillent voir un petit peu plus loin. Alors, il faut être humble, j'ai dit tout à l'heure, ça a l'air push chez le voisin, mais il n'empêche qu'on a géré notre problématique sur le site où on commençait à avoir une installation. Je passe là-dessus, mais je vous ai mis 2 articles du règlement sanitaire départemental. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, je suis au service communal d'hygiène et de santé de la ville. On est chargé, en tant qu'inspecteur de salubrité, de faire appliquer ce règlement. Chez nous, il date de 82, mais il est toujours applicable. Et il y a 2 articles dedans, un qui concerne les rongeurs, donc l'article 119, qui dit qu'en gros, la responsabilité de la présence de nuisibles, de rongeurs, en particulier sur un terrain privé, elle appartient au directeur, au gérant de l'espace privé concerné. La ville, par exemple, de La Rochelle, elle se positionne sur l'espace privé en information, conseil et en orientation sur la stratégie à adopter et sur les professionnels les plus à même d'accompagner les particuliers, les citoyens ou les organisations dans la maîtrise des rongeurs. Diapo suivante. L'article 120, lui, concerne les jets de nourriture aux animaux
Et ça, c'est particulièrement important parce que ce que je constate sur le terrain, c'est que les présences de rongeurs sont bien souvent liées à de la nourriture donnée aux animaux, soit volontairement par du nourrissage d'oiseaux, de chats dans la rue, soit par du jet de nourriture par les fenêtres, par exemple, dans l'habitat collectif. Et donc, l'expérience qui est menée, par exemple, à La Rochelle, à Portneuf, sur les aires de compostage, on n'a absolument pas de problème de rongeurs. Par contre, on peut en avoir en pied d'immeuble sur du jet de nourriture. Et donc, du coup, la présence de rats n'est pas associée à l'activité de compostage. Elle est plutôt liée à des incivilités, entre guillemets, et à du jet de nourriture. On a édité un dépliant que je pourrais vous transmettre si je ne l'ai déjà fait et un certain nombre de documents qui sont en téléchargement sur le site internet de la ville où on a mis, par exemple, pour une petite maison individuelle, qu'est-ce que je peux faire si je vois des rats qui circulent un petit peu autour de ma maison, qui viennent de chez mon voisin, etc. Quelles sont les actions de prévention que je peux mettre en place pour rendre, entre guillemets, le milieu hostile aux rongeurs. Voilà. Je ne rentre pas dans plus de détails. On communique assez largement et par exemple, on a fait un petit article, une petite brève dans le journal municipal de mars dernier en mettant l'accent sur le fait que la problématique des rongeurs est une problématique qu'on doit gérer collectivement, que ce soit la collectivité mais aussi les citoyens et que la prévention, c'est la solution et notamment de travailler au niveau de la disponibilité alimentaire, du dérangement des rongeurs, donc de leur détection précoce, et puis plus largement de travailler avec des techniques de dératisation entre guillemets dites alternatives, et notamment de travailler avec des furets, par exemple, ou de favoriser l'installation de prédateurs naturels, y compris en milieu urbain. Et je pense à la chouette effraie, par exemple, que ce soit au niveau de jardins partagés ou de parcs et jardins, où elle peut trouver des conditions de vie intéressantes sur des clochers d'église ou des choses comme ça. Et donc, elle peut jouer un rôle de prédation au niveau des rongeurs. Et puis, ça véhicule de bons messages auprès des citoyens. On avait fait un article également en collaboration avec le réseau de compostage citoyen de Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc on est toujours preneur d'actions de communication en la matière pour pouvoir développer notre réseau, adapter nos messages également. Et donc, c'est par l'information et la communication auprès du grand public qu'on arrivera à lever les freins qui existent encore par rapport au compostage, aux apports carnés et à la présence potentielle de ces nuisibles. Un mot rapide sur le rat-proofing. Le rat-proofing, c'est une méthode inspirée des Nord-Américains qui sont très très forts par rapport à nous sur ces questions-là, qui se sont détournés des produits biocides depuis bien plus longtemps que nous. C'est ce qu'on applique aujourd'hui à La Rochelle. Et donc, de manière assez simpliste, finalement, ces 4 grandes étapes, c'est détecter, évaluer, comprendre pourquoi les rats sont présents, c'est chercher à les repousser, à les déloger, à les effaroucher, c'est chercher potentiellement à les maîtriser, à les capturer, à les prélever avec des pièges sans biocides. Et puis, c'est potentiellement reboucher, protéger et insécuriser les rats dans leur site de déplacement. Voilà. Ça, c'est 4 grands blocs d'action complémentaires qui permettent de maîtriser les rongeurs sur le territoire. On a travaillé et on travaille toujours avec des prestataires spécialisés. Il n'y en avait qu'un en France jusqu'à il y a peu de temps. Il y en a maintenant présent en Bretagne et je pense que ça va avoir tendance à se développer dans les prochaines années. Donc de dératisation écologique avec des furettes, je précise bien, avec des petites femelles qui sont plus fines que les mâles et donc plus à même de descendre dans les terriers, et des chiens. Et donc là, on a un trio de techniciens avec leurs chiens et leurs furets qui permettent de faire des diagnostics, d'effaroucher, de prélever des rongeurs et potentiellement du coup d'avoir une action sur le moyen long terme sur la présence de rats à proximité d'une aire de compostage. Pour l'anecdote, sur la dernière intervention, c'était dans des jardins partagés. Le prestataire nous a fait don de 4 petites furettes qui sont aujourd'hui élevées par les jardiniers sur place. Et moyennant une petite formation, ils sont aujourd'hui autonomes
pour les faire se promener régulièrement autour des poulaillers, des sites un peu sensibles où ils ont eu des dégâts en fait, sur leur culture. L'objectif étant d'effaroucher de manière régulière les rongeurs avec ces prédateurs naturels. Et donc, ça peut être des fois dans certains projets d'agriculture urbaine, de compostage collectif, une composante du plan de gestion d'élever des furets, par exemple. Voilà. De manière contrôlée, je précise. Il ne faudrait pas créer une autre infestation. Après, on peut, plutôt que d'utiliser des raticides, parce que par expérience, les gens se tournent tout de suite vers des produits chimiques, que ce soit les particuliers ou les professionnels. Aujourd'hui, nous, on promeut l'usage de pièges sans biocide. Donc, la tapette en bois en premier, c'est ce qui coûte le moins cher et qui offre le rapport efficacité-coût le meilleur. Mais on trouve aujourd'hui sur le marché différents types de pièges qui n'utilisent pas de biocide. Vous en avez un en haut à droite qui s'appelle Ecomil, peut-être certains le connaissent, qui est utilisé notamment par des grandes agglos comme Paris, dans les parcs, et qui permet de prélever des rongeurs. Alors bon, c'est toujours un peu barbare, entre guillemets. Les gens, parfois, ont cette réflexe-là de dire c'est quand même violent. Les rats qui montent là-dedans sont tués par noyade. Donc, bon, c'est moins radical que la tapette. Mais en tout cas, ça n'utilise pas de produits chimiques et ça n'atteint a priori pas la faune non cible que pourraient être les oiseaux, par exemple, ou autres animaux qui circulent en ville. En bas, vous avez deux autres pièges. Un qui s'appelle, en bas à gauche, Good Nature, plutôt à l'usage de particuliers, développé en Australie sur les opossums, mais qui a été adapté aux rats. Je vous inviterai à vous documenter là-dessus. Ça coûte assez cher. Il y a beaucoup de marketing autour. Ce n'est pas forcément facile à utiliser, mais on trouve ça sur le marché aujourd'hui. Et puis, vous avez aussi des nasses en acier, la nasse à rongeur, qui est peut-être moins évidente à utiliser que la tapette en bois, mais qui peut s'avérer efficace. En tout cas, ça vaut le coup d'être testé si on a des problèmes de rongeurs et qu'on est contraint de les piéger. Ce qui est important à avoir à l'esprit, c'est qu'il faut aussi gérer au niveau de petits travaux. Et donc, nous, on travaille beaucoup là-dessus. Les furets aident pour détecter les lieux de passage grâce à leur odorat aussi. Et donc, il convient d'utiliser du grillage, du béton, pour au maximum rendre étanches les bâtiments, par exemple, en tout cas pour insécuriser les déplacements des rats. Après, il y a d'autres techniques qui vous concernent moins directement, mais qui sont utilisées dans l'agroalimentaire, par exemple. Ce sont les ultrasons. Autant c'est totalement inefficace, par exemple, sur les pigeons. Sur les rats, ça peut s'avérer efficace dans certaines conditions. Le rat utilise beaucoup ses poils, son pelage et ses moustaches en fait, pour se repérer dans l'espace. C'est d'ailleurs pour ça qu'il longe les murs. Et en fait, l'ultrason, ça va perturber cette spatialisation, cette localisation dans l'espace. Et du coup, ça peut le déranger et faire en sorte qu'il ne vienne pas, qu'il ne s'installe pas dans des endroits où je stocke de l'aliment. Après, ce qui reste encore le plus efficace, c'est d'avoir un maximum de boîtes hermétiques et de faire en sorte que le local, par exemple, ne soit pas accessible aux rongeurs. Et puis, dernière technique de dératisation qu'on a expérimentée également et qu'on trouve aujourd'hui sur le marché, c'est la dératisation mécanique connectée donc, dans les réseaux où on utilise des tapettes géantes en fait, qui vont s'abattre sur les rats à leur passage, donc avec détection de chaleur et de mouvement dans les canalisations. Donc, aujourd'hui, on trouve des techniques dites alternatives sur le marché qui permettent d'avoir des actions de régulation. Celle-ci, notre retour d'expérience, c'est que ça a un rapport coût-efficacité qui est franchement pas intéressant aujourd'hui. Il vaut mieux travailler sur tous les messages que je vous ai indiqués dans cette présentation, en surface et sur la prévention, et notamment sur la maîtrise des ressources alimentaires. Si vous voulez aller un peu plus loin sur le sujet, je vous conseille un livre. Moi, j'ai commencé par ça. C'est « Des rats et des hommes » de Pierre Falgueyrac. Voilà. C'est un des experts français des rats et un professionnel de la dératisation. Il a une approche très globale qui me paraît très intéressante à appréhender
et qui permet de développer des messages auprès du grand public en fonction des projets que vous portez. J'en ai fini pour cette présentation. Du coup, c'est aux collègues de l'Agglo de conclure. J'ai peut-être été un peu long. Je vais faire très très rapidement, juste pour vous indiquer un peu nous les perspectives dans le déploiement en fait, du compostage de proximité avec justement l'obligation du trait à la source des biodéchets. Aujourd'hui, on part nous dans l'idée de pouvoir déployer le compostage partout où c'est possible, donc compostage individuel, de doper, on va dire, nos résultats en fait dans les communes avec bien sûr des résultats qui pourraient être différenciés selon la typologie des communes. On réfléchit effectivement à la possibilité dans le kit composteur individuel de remettre à l'habitant en fait une grille de fond. Encore une fois, ça va pas, voilà, ça n'enlève pas tous les gestes préventifs à faire pour la bonne gestion de son site de compostage, mais ça peut être un frein potentiel et ça peut aussi rassurer les habitants. Donc, c'est une piste. Sur le compostage en pied d'immeuble et en établissement, donc on souhaite pareil le déployer fortement. Je ne reviens pas sur l'accompagnement et le partenariat qu'on a évoqué moi-même et Mathieu, en fait, sur le rôle de la ville de La Rochelle, notamment en termes d'information, de sensibilisation. On constate en tout cas qu'il y a besoin et d'informer, de sensibiliser tout le travail qu'on a fait avec vous aujourd'hui, de le faire, nous, avec nos élus, avec les techniciens de nos services respectifs qui peuvent être impliqués, en tout cas, dans la gestion des déchets, mais aussi avec les bailleurs, les syndics et les habitants. Donc, tout un travail, en fait, à déployer. Et puis, sur les consignes de tri, pour l'instant, nous, on est vraiment dans l'idée de, même s'il y a tri à la source des biodéchets obligatoire à partir de 2024, c'est laisser aussi la possibilité pour l'usager d'intégrer progressivement en fait, les déchets alimentaires en fonction de sa maîtrise du compostage. Ça ne sert à rien de faire repoussoir en disant d'entrée de jeu, mettez vos déchets carnés. Si c'est pour que ça génère des peurs et puis des nuisances, je trouve qu'on se détourne de l'objectif. Donc, plutôt aller d'abord en fait, vers une maîtrise du compostage sur des déchets alimentaires faciles à composter et progressivement intégrer les déchets carnés si on le souhaite, sachant que, comme vous l'avez très bien dit, notamment sur le compostage individuel ou en pied d'immeuble, la part quand même des déchets carnés dans les déchets alimentaires collectés est quand même relativement faible, c'est moins de 10%. Donc, s'il nous restait plus que 10% de déchets alimentaires à composter, je crois qu'on serait tous très heureux de nos résultats. Donc, voilà pour la fin de cette présentation. Eh ben, merci beaucoup pour tous ces éléments. Je ne sais pas si dans la salle, de l'autre côté, vous avez des questions avant de passer à la présentation de M. Arizi. Peut-être des questions concernant les coûts liés à la dératisation par furet. Est-ce que vous avez... Aujourd'hui, en fait, là, on va faire une opération bientôt début novembre. Il faut être à peu près à 700, un peu plus, entre 700 et 800 euros TTC en coût jour d'intervention. Sachant que dans ce prix, vous avez plusieurs techniciens, en général minimum 2. Vous avez plusieurs équipes de chiens et de furets. Et vous avez un travail qui va se passer en observation sur une première journée, demi-journée, qui va s'étendre plutôt en période crépusculaire nocturne, voire du travail de nuit. En fonction de la problématique, vous allez être sur au minimum 2 ou 3 jours d'intervention. Donc, il faut compter 2100 euros, on va dire, TTC, sur une intervention de dératisation écologique avec les furets. Parfois, sur des problématiques un petit peu plus importantes, vous allez avoir potentiellement 2 semaines d'intervention avec 2-3 semaines d'intervalle pour avoir une efficacité durable. La grosse plus-value de l'entreprise avec qui on travaille, c'est le diagnostic. Parce qu'en fait, eux, ils vont être en capacité aussi de vous faire un rapport détaillé avec des photos pour vous dire voilà de quoi se nourrissent les rats, voilà où ils nichent, voilà les petits travaux à réaliser ou les travaux que nous-mêmes on a réalisés parce que cette entreprise-là fait des petits travaux. Donc,
on considère aujourd'hui que ça a un rapport coût-efficacité qui est très, très intéressant, quoi. Par rapport à d'autres techniques, entre guillemets, plus technologiques, on va dire, comme la dératisation mécanique connectée, où là, on est sur des coûts très prohibitifs par rapport au nombre de rats prélevés. Et puis, un des arguments en faveur de cette technique-là, c'est qu'à la fin de la journée ou à la fin d'une campagne de dératisation, le prestataire est capable de vous dire combien de rats il a prélevé, quel est leur sexe, quel est leur âge. On est capable de faire des autopsies sur ces rats, savoir s'ils sont résistants à certains biocides, savoir s'ils sont porteurs de maladies, ce qui n'est pas le cas quand on utilise des produits chimiques où on ne sait pas combien de rats on va atteindre. En général, ils vont se cacher pour mourir, on n'a pas forcément les cadavres, on ne sait pas dans quel état ils sont, etc. Donc voilà, ça a un coût relativement important, mais ça a une plus-value énorme dans la manière d'appréhender la problématique. Ok, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Si jamais on a des questions ultérieurement, je propose qu'on revienne vers vous éventuellement par mail. Bien sûr. Et en tout cas, merci beaucoup pour ces témoignages. Passez une bonne journée. Merci beaucoup et au plaisir d'échanger à nouveau. Super. Au Merci. plaisir. Bonne journée. Au revoir.